Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se rejoint aujourd'hui pour parler d'antifragilité. Alors tu vas voir, c'est un concept vraiment intéressant, c'est un concept que j'ai découvert dans un livre par l'inventeur de ce concept d'antifragilité, c'est Nassim Nicolas Taleb. Donc Nassim Nicolas Taleb, c'est tout simplement un ancien trader, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les probabilités et qui a développé un concept qui s'appelle l'antifragilité. Ce concept est applicable aux êtres humains, il est applicable aux systèmes plus importants comme les systèmes politiques, comme une société, comme le système économique, etc. Vous le verrez, bien d'autres choses. On va se concentrer en fait sur la définition de ce qu'est l'antifragilité, de quelle réflexion ça découle, pourquoi. Alors avant de commencer à te parler du concept d'antifragilité, je voulais simplement t'orienter vers ce livre Antifragile de Nassim Nicolas Taleb, et c'est en fait de ce livre que je tire le concept d'antifragilité dont je vais te parler aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a dit ça, tout simplement on va commencer à parler du concept d'antifragilité. D'abord, on va se demander d'où vient en fait cette réflexion autour de l'antifragilité, d'où vient ce mot. En fait, il vient à partir de deux réflexions principales. La première, c'est tout simplement que le monde d'aujourd'hui est entouré de tout un tas d'analystes, que ce soit des analystes au niveau de la santé, des analystes financiers, des analystes qui prétendent vous dire ce qu'il va se passer dans l'avenir. Et en fait, ces personnes-là, très souvent, n'arrivent pas à prédire justement ce que Nassim Nicolas Taleb appelle les signes noirs, c'est-à-dire les éléments exceptionnels, les événements exceptionnels qui vous tombent dessus et qui vous obligent à résister, à être résistant ou bien à vous adapter à des situations d'adversité, de difficulté, voire des situations traumatiques. Et donc, Nassim Nicolas Taleb nous dit que ces modèles prédictifs, par exemple ceux qui prédisent, en tout cas qui prétendent prédire ce qu'il va se passer dans l'avenir au niveau de l'économie, ce sont des analyses qui basent, des analystes qui basent leur analyse par rapport à des événements qui se sont déjà passés. C'est-à-dire que en prenant en compte les pires événements qui sont déjà arrivés dans le passé, on prétend pouvoir résister à des événements puissants qui pourraient arriver dans l'avenir. Seulement, ce modèle est extrêmement fragile, tout simplement. Ce modèle de prédiction, cette façon de prédire est extrêmement fragile parce que, bien précisément, le pire événement qui s'est passé dans le passé, avant qu'il arrive, on ne savait pas que c'était le pire. Et donc, dans l'avenir, il peut très bien arriver un événement qui sera jamais intervenu dans le passé, ou bien qui sera beaucoup plus puissant que ce qu'on a connu dans le passé. Et donc on pourra avoir un modèle prédictif, on pourra prévenir telle ou telle chose, on ne sera jamais prêt à résister à tel ou tel événement parce qu'il ne ressemblera pas au passé ou parce qu'il sera bien plus puissant que ce qui est déjà arrivé dans le passé. Donc c'est un modèle en plus qui nous rend fragiles parce que, au lieu de travailler sur notre force, c'est un autre aspect de la réflexion, c'est qu'au lieu de travailler sur notre force, on va travailler sur des modèles prédictifs qui nous permettraient en tout cas qui nous donneraient l'illusion de pouvoir se mettre à l'abri de l'aléatoire et se mettre à l'abri de la volatilité de la vie et de tous les coups que la vie peut nous porter. Et en fait, c'est une illusion qui nous rend fragiles et c'est une illusion. Donc ça pose problème. Et du coup, Nassim Nicolas Taleb nous dit il y a quelque chose qu'on peut prédire en revanche par le travail et puis par l'observation, c'est prédire quel organisme ou quel système complexe, que ce soit un système bancaire, que ce soit une économie locale, que ce soit une société ou que ce soit même une personne, puisqu'une personne est une personne formée de milliards de cellules, donc une personne est aussi un système complexe, on peut prévoir quel système est fragile, quel système l'est pas. Et on peut également renforcer un système complexe, le rendre plus fort. C'est-à-dire qu'on va travailler tout simplement sur la force d'un système, sur la force d'une personne, plutôt que sur des choses qu'on est censé prévoir de l'avenir et qui sont, on l'a vu, imprédictibles. Je vous donne un exemple. Si vous voulez savoir quel système ou quelle personne est plus forte qu'une autre, il est assez facile de se rendre compte qu'une personne qui est obèse, qui a 40 ans et qui ne fait jamais de sport, aura beaucoup plus de mal à résister à une canicule à 45 degrés sur un mois qu'une personne qui est plus fine, qui fait du footing tous les 2 jours, qui prend soin de sa santé, qui prend soin de son corps, qui travaille dur à avoir un corps résistant, qui envoie du stress et de la pression dans son corps tout simplement pour que son corps s'habitue à ce stress et à cette pression, on se rend assez vite compte que la personne qui fait du sport est beaucoup plus résistante à l'adversité climatique, en l'occurrence dans l'exemple que j'ai pris, que la personne qui est obèse, qui a 40 ans et qui ne bouge pas, qui ne fait pas de footing et qui fait rien.
Donc Nassim Nicolas Taleb nous dit dans cette réflexion, plutôt que d'essayer de prédire l'avenir, ce qui est impossible, sauf si on est astrologue ou voyant, mais au lieu de se concentrer sur le fait de prédire l'avenir, il faudrait plutôt travailler sur le fait de rendre moins fragiles les systèmes qui sont fragiles et les rendre de plus en plus antifragiles. La seconde réflexion qui nous amène au terme antifragile, eh bien, c'est tout simplement de se dire que la notion de fragilité n'a pas de véritable contraire. Je vous prends un exemple tout simple. Vous prenez une assiette en céramique, eh bien, si vous la mettez dans un carton de poste et que vous la bougez un petit peu, si vous ne mettez pas dessus colis fragile et que vous la bougez un petit peu vite, eh bien, vous allez casser l'assiette. Si vous mettez une assiette en fer, vous me direz, donc une assiette résistante, eh bien, l'assiette résistante, c'est pareil, si vous la bougez, elle ne va pas casser. Sauf que si vous bougez véritablement l'assiette, ou alors si vous prenez une pelleteuse et que vous appuyez sur le carton, eh bien, même si l'assiette en fer est plus résistante que l'assiette fragile, il va arriver un moment où, que ce soit avec le temps, avec l'usure du temps, ou avec un événement beaucoup plus puissant, comme ici dans l'exemple que j'ai pris, la pelleteuse, eh bien, l'assiette résistante en fer va finir par casser. Et donc, c'est pas véritablement le fait d'être résistant, c'est pas véritablement le contraire de fragile, puisque fragile, c'est ce qui ne résiste pas à l'aléatoire et à la volatilité de la vie, nous avons dit. Donc, ce qui est le contraire de la fragilité, c'est ce qui résiste à l'aléatoire, ce qui résiste à ce que j'ai appelé tout à l'heure les signes noirs, ce qui résiste aux événements qui ne sont pas prévus, qui sont parfois traumatiques, et dans le cas de l'assiette, eh bien, qui résiste à une pelleteuse comme à un simple mouvement dans un carton. Et c'est là qu'intervient le concept d'antifragilité. Parce que le concept d'antifragilité ne se contente pas de résister à l'aléatoire, il en tire parti pour devenir meilleur. Je vais expliquer cela. Dans un premier temps, on a, donc je vous mets la courbe, on a quelque chose qui est fragile. Intervient un événement inopiné, un événement qui était imprévisible. Eh bien, vous avez plusieurs façons de réagir. La première, vous êtes fragile. Ou l'événement, ou le système, peu importe ce qu'on essaye de mesurer, eh bien, est fragile. Eh bien, cette chose-là casse. Point. La chose ou le système qu'on essaye d'évaluer peut être résilient. C'est-à-dire que sur le moment, eh bien, il va devoir s'adapter à l'aléatoire, s'adapter au trauma, s'adapter à ce qui n'était pas prévisible. Et puis finalement, il va retrouver la forme normale et il va retrouver l'état d'origine avant l'élément traumatique, avant l'élément aléatoire. Et puis vous avez quelque chose de résistant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va tout simplement rester pareil et qui ne va pas bouger, qui va résister à l'aléatoire. Et puis vous avez quelque chose d'antifragile. Et c'est là où on arrive au cœur du concept d'antifragilité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui non seulement va résister à l'aléatoire, va résister au traumatisme, mais va faire beaucoup mieux. Il va tirer parti du traumatisme, tirer parti de l'aléatoire de la vie, tirer parti des signes noirs pour devenir meilleur d'une manière importante et parfois exponentielle. Alors je vais essayer de te donner un exemple concret d'un système qui est fragile dans un cas et qui est antifragile dans un autre, et de la réaction dans les deux cas. Imagine, dans un premier cas, une bougie avec une petite flamme dessus. Et donc cette bougie, elle est dans ta maison, donc pas les bougies d'anniversaire qui se rallument toutes seules, plutôt les bougies qu'on met pour le parfum chez soi, ou qu'on met tout simplement pour décorer. Et tu vas souffler en fait sur cette bougie. Et bien si tu souffles sur cette bougie, eh bien le feu va s'éteindre. C'est-à-dire que la flamme va s'éteindre sous l'action du vent que tu auras généré en soufflant. Prends le même feu, grossis-le et mets-le dans une forêt. Eh bien, si jamais il y a du vent qui souffle sur ce feu, eh bien au contraire, ça va le faire grossir et grandir et ça va le faire courir beaucoup plus vite dans la forêt. Eh bien, dans le cas de la bougie, le feu est fragile. Dans le cas de la forêt, le feu est antifragile. C'est-à-dire qu'il va prendre de la force à partir de l'aléatoire et de la volatilité contextuelle qui est autour de lui, contrairement à la bougie qui va s'éteindre sous l'action de l'aléatoire, en l'occurrence ici, le vent, le souffle. Contrairement à ce que l'on vous dit, on ne peut pas prévoir les chocs, les crises, les traumas ou les blessures.
En revanche, on peut dire avec certitude qu'une chose est fragile et qu'une autre l'est moins. On peut dire que tel édifice est plus fragile que tel autre, que votre grand-mère est plus vulnérable à la chaleur que vous. On peut également prévoir qu'en cas de tremblement de terre, la cathédrale de Chartres sera plus résistante que l'immeuble de votre banque. Il ne faut pas perdre du temps à écouter ceux qui vous disent qu'ils sont capables de prédire les catastrophes. Ils vous mentent. Cherchez plutôt à être moins fragile et à rendre tout ce en quoi vous investissez moins fragile. Plus de débats sur le risque, plutôt des débats sur la fragilité. Alors la première chose qu'on peut dire quand on parle d'antifragilité appliquée aux êtres humains, c'est que nous arrivons à devenir meilleurs à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de traumatisant ou une adversité, à chaque fois que nous prenons la leçon. On dit souvent en fait que quand il y a un échec, eh bien en réalité il n'y a pas d'échec si on prend la leçon. Eh bien c'est la première chose qu'il faut comprendre dans l'antifragilité, c'est que s'il vous arrive quelque chose qui n'était pas prévu, une adversité, ou si vous loupez quelque chose et que eh bien ça peut être perçu comme un élément d'échec, si vous analysez en fait cet échec ou si vous analysez en fait l'événement aléatoire qui vous est tombé dessus, eh bien ça va vous permettre de voir où étaient vos faiblesses, ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, ça va vous permettre en fait de tirer tout un tas de conclusions qui vont vous rendre meilleur, qui vont vous rendre plus fort, qui vont vous rendre beaucoup plus antifragile. C'est-à-dire qu'après avoir vécu un échec, après avoir vécu un moment d'adversité, si vous tirez les conséquences par l'auto-analyse et par l'analyse de la situation que vous avez vécue, si vous tirez les conséquences eh bien, de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné, de ce qui a mieux fonctionné, qu'est-ce qui vous a posé des difficultés, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de l'élément aléatoire qui vous est tombé dessus, eh bien ça va vous permettre de vous rendre plus fort. Eh bien l'antifragilité c'est ça, parce que quand vous aurez tiré les conséquences, tiré les leçons, tiré les enseignements de vos échecs et des éléments d'adversité auxquels vous avez fait face, eh bien vous vous rendez bien compte qu'après chaque élément d'adversité, eh bien vous êtes à chaque fois meilleur. A l'inverse, vous devenez de moins en moins antifragile et de plus en plus fragile à chaque fois que vous surplanifiez en fait votre vie. C'est-à-dire que vous allez planifier tous les éléments de votre vie et en fait, le but de cette planification, c'est tout simplement de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'aléatoires et que vous soyez dans un espèce d'espace protégé et sécurisé. Outre le fait d'être dans un espace protégé et sécurisé est une illusion, puisque le jour où vous tomberez sur un gros traumatisme, sur un gros événement aléatoire incontrôlable, vous verrez que toutes vos planifications vont voler en l'air. C'est ce qui vous rend d'ailleurs fragile, parce que quand vous planifiez au quotidien, quand vous planifiez trop, vous vous coupez de l'aléatoire. Donc déjà, vous vous coupez de ce qu'il peut y avoir de positif dans l'aléatoire. C'est-à-dire que dans l'aléatoire, vous êtes parfois poussé sur des chemins que vous n'auriez pas empruntés. Et si vous faites feu de tout bois, c'est-à-dire que si pour vous tout est positif parce que c'est une leçon à chaque fois, eh bien l'aléatoire que vous allez rencontrer sur votre chemin de vie vous rendra de plus en plus antifragile et donc de plus en plus résistant à la volatilité de la vie, à l'adversité de la vie et à l'aléatoire des traumatismes. Si vous surplanifiez tout le temps, eh bien forcément, vous n'avez plus l'habitude au quotidien de vous adapter à l'aléatoire et à la volatilité de la vie et ça vous rend extrêmement fragile. Et ça veut dire que si vous surplanifiez, eh bien il suffit qu'il y ait quelque chose qui change dans votre planification quotidienne et vous êtes perdu, donc rendu fragile. Et de surcroît, si jamais il vous tombe dessus quelque chose de traumatique, quelque chose d'imprévisible et de très très fort, je sais pas, une grosse inondation, la perte d'un être proche dans un accident, enfin voilà, quelque chose de véritablement costaud, eh bien vous êtes complètement paumé. Mais même au-delà de ça, biologiquement, le corps a besoin d'une certaine dose de stress pour rester en forme et pour être vigoureux. On a besoin par exemple de faire du sport, au niveau biologique, ça stresse le corps de faire du sport, et pourtant c'est le sport en fait qui décrasse le corps, qui le maintient en forme, voire qui fait grossir les muscles, voire qui décrasse le cœur et qui maintient le cœur en forme, parce que la biologie est ainsi, elle est antifragile et elle a besoin en fait qu'on la stresse et qu'on la force à s'adapter à l'aléatoire et à la volatilité de la vie pour pouvoir rester en forme et pour pouvoir rester antifragile, c'est-à-dire extrêmement forte. Et d'ailleurs, la nature de l'être humain, c'est l'antifragilité justement. La nature de l'être humain, quand il ne s'enferme pas dans une société qui lui fait croire qu'il vit trop en sécurité et qui annihile sa volonté par trop de confort, l'être humain est par définition antifragile. En effet, la pression exercée sur le corps le renforce.
L'homme est un système complexe, qu'on peut comprendre comme un écosystème en écologie. Et si l'effet du vieillissement, par exemple, agit sur la fragilité du corps des hommes, le manque d'exercice et de stress sur le corps agit aussi sur l'affaiblissement du corps. Le stress et la pression sont donc de bonnes choses pour notre organisme, pour peu qu'on sépare les stress en deux catégories bien différentes. Les stress ponctuels, je l'ai dit, avec période de récupération, et le stress de moindre mesure, mais sans jamais aucune interruption. Un stress ponctuel, comme la vue d'un serpent par exemple, suivi d'un moment de récupération sera bénéfique et renforcera le corps et ses réflexes. Mais un stress moindre, mais ininterrompu comme un patron stressant, une dette, ou toute chose qui vous fait sentir que vous êtes prisonnier de votre vie est extrêmement néfaste pour l'organisme. Pour comprendre à quel point ces stress sont néfastes, imaginez le supplice chinois de la goutte d'eau qui vous tombe sur le front d'une manière lente et ininterrompue jusqu'à ce que vous craquiez. Il faut faire une autre distinction entre les systèmes mécaniques, donc simples, et les systèmes biologiques, donc complexes. Les systèmes simples et mécaniques s'usent devant un stress. Ils se brisent, se déchirent. Il est uniquement sujet à la sénescence, c'est-à-dire le vieillissement naturel des tissus ou de l'organisme. Un système biologique, lui, est complexe. Il peut s'auto-guérir, mais il a besoin pour cela de récupérer entre les pressions et entre les stress. L'absence de stress dans un système complexe et donc en biologie entraîne l'atrophie. C'est-à-dire que le corps dont on ne se sert pas ou le muscle dont on ne se sert pas vieillit par défaut et donc par défaut d'usage. Avec le temps, le sujet biologique est sujet au vieillissement et à la sénescence. Les fragiles, ce que Nassim Nicolas Taleb appelle les fragiles, confondent le corps humain avec un lecteur CD. C'est-à-dire que, en confondant le corps humain et le lecteur CD, les fragiles confondent le fait de utiliser un lecteur CD, use le lecteur CD, alors que le fait de se servir de son corps et de s'en servir régulièrement, au contraire du lecteur CD, le rend beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant au stress et beaucoup plus habile devant l'aléatoire et la volatilité. La vie est, par définition, intrinsèquement le hasard. Avant, dans les temps anciens, il n'y avait pas de devoir à faire à la maison, pas d'obligation, pas de travail, pas d'obligation envers un patron. La vie était soumise à des stimuli aléatoires, parfois dangereux, mais jamais ennuyeux. La volatilité de la vie, autrement dit le hasard, ne nous impose jamais de stimuli constants et donc stressants sur une longue durée, contrairement à la vie humaine planifiée dans nos sociétés modernes. L'essentiel de la vie moderne vous expose à un stress chronique que l'on pourrait éviter en acceptant plus de volatilité, plus de hasard dans notre vie et moins de planification. En plus du fait que nous l'avons dit, la planification nous rend de plus en plus faibles, c'est comme une prison dorée, l'aléatoire nous rend plus forts, il peut y avoir une notion d'exponentialité quant à notre antifragilité face à l'adversité. Comment ? Eh bien tout simplement parce que, au contraire de ce que disait Nietzsche, pour rappel, Nietzsche disait « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Eh bien, ce que dit Nassim Nicolas Taleb, c'est que ce qui tue les autres, ce qui met en échec les autres, me rend plus fort. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait devenir antifragile d'une manière exponentielle si vous prenez en compte les échecs des autres et que vous tirez des réflexions, des enseignements, des conséquences des échecs des autres. Et les échecs des autres, eh bien, sont disponibles dans les livres, sont disponibles tout simplement dans votre entourage, en écoutant les gens, en les regardant, les observant. Eh bien, si vous prenez en compte non seulement vos erreurs, si vous réfléchissez sur vos forces et sur les meilleures choses qu'il y aurait eu à faire à partir de vos propres erreurs, plus toutes les erreurs des gens qu'il y a autour de vous, eh bien, vous allez devenir de manière exponentielle beaucoup plus antifragile que tout le monde. Alors poussons un petit peu plus loin cette notion d'antifragilité, c'est-à-dire cette notion en fait de ce qui ne me tue pas renforce les autres. La notion d'antifragilité est parfois constituée de sous-ensembles fragiles. L'antifragilité de quelqu'un ne peut exister que par la fragilité de quelques autres. Dans un système donné, le sacrifice de quelques éléments ou personnes est souvent nécessaire au bien-être de l'ensemble. Par exemple, une population est composée de plusieurs êtres humains. Si un humain est fragile, la population l'est moins, parce que la population dans son entier tirera les leçons des erreurs qu'une personne fragile aura faites.
De la même façon, concernant l'évolution des espèces, et plus globalement la vie sur Terre, la nature est antifragile, bien qu'elle soit constituée de composantes fragiles qui sont parfois tuées ou éliminées en vue de rendre un système plus fort. C'est exactement le rôle de l'évolution. L'évolution rend l'espèce humaine, mais plus globalement rend la vie sur Terre antifragile, parce que l'évolution, la théorie de l'évolution de Darwin nous montre que la nature en fait tire des conclusions, la nature tire des enseignements, des erreurs qu'elle fait, des erreurs au niveau tout simplement de l'évolution de toutes les espèces qui vivent à la surface du globe, et à chaque génération suivante, la nature rectifie ses erreurs et rend les générations suivantes plus adaptées au contexte dans lequel ils vivent et donc plus antifragiles, plus forts. Je cite le livre: « Quand on est fragile, on dépend d'éléments qui respectent exactement l'itinéraire planifié avec le moins possible de déviations. Les déviations étant plus nuisibles que salutaires, c'est pourquoi ce qui est fragile doit adopter une démarche prévisionnelle. Et à l'inverse, les systèmes prévisionnels génèrent de la fragilité. Si on désire des déviations et que l'on se moque de l'éventuelle dispersion des résultats que l'avenir nous réserve, puisque la plupart seront profitables, c'est qu'on est antifragile. La méthode essai-erreur n'est pas tout à fait aléatoire si cette méthode est appliquée rationnellement en tirant des informations de l'erreur passée pour le prochain essai. Je cite, « Si chaque épreuve fournissait des informations sur ce qui ne marche pas, on ne tarderait pas à se focaliser sur une solution, de sorte que chaque tentative deviendrait plus précieuse et plus analogue à une dépense qu'à une erreur, sans compter bien entendu qu'on fait des découvertes en chemin. » Fin de citation. N'oublions pas que nous parlons dans ce moment du livre de système et donc de l'antifragilité des uns aux dépens de la fragilité des autres. Par exemple, on peut dire que les victimes d'accidents d'avion contribuent à la sécurité des autres en ce que chaque crash d'un avion provoque une amélioration de la sécurité globale des systèmes d'aviation. On peut donc dire à la lumière de ces éléments qu'un système ou qu'une personne qui est un système de perdant ou une personne perdante, ce sont des systèmes ou des personnes qui tout simplement ne tirent pas de conclusion de leurs erreurs et ne font pas d'auto-analyse de leurs propres erreurs. Ce qui fait que chaque échec n'est qu'un échec et n'est rien d'autre qu'un échec puisqu'ils n'apprennent rien de l'échec. On pourrait également appliquer l'antifragilité à quelque chose d'éminemment humain, c'est-à-dire l'économie. On l'a dit, certains éléments d'un système sont rendus fragiles par le système lui-même pour que le système soit, au global, antifragile. Et donc c'est le cas en économie. Je vous donne un exemple. Pour qu'un ensemble survive et soit antifragile, on l'a dit, il faut qu'il y ait des strates inférieures avec des éléments fragiles. C'est le cas en économie où une entreprise doit fermer pour qu'une autre, ayant pris en compte les erreurs de celle qui a fermé avant, ouvre, deviennent plus fortes et que le système économique, rendu plus fort par l'amélioration de la force des entreprises, au global, perdure. C'est pareil au niveau biologique. Je le disais pour l'évolution. Une cellule ou une génération doit mourir pour qu'une plus forte et une plus adaptée survive et que la vie, avec un grand V, perdure. La fragilité de chaque élément est nécessaire à l'antifragilité de l'ensemble. Donc dans un ensemble constitué de strates hiérarchisées, l'antifragilité du niveau le plus haut nécessite la fragilité et le sacrifice du niveau le plus bas. Et en fin de compte, l'épreuve, je cite le livre à ce moment-là, l'épreuve n'est qu'un examen impitoyable qui tue ceux qui échouent. Voilà, j'espère que vous avez pu un peu mieux comprendre ce concept d'antifragilité dont on parle très peu et qui me paraît pourtant très intéressant. Et en fait, tout le propos du livre est tout simplement de nous montrer comment nous intéresser à notre force, devenir de plus en plus fort, tolérer de mieux en mieux l'aléatoire et la volatilité de la vie, afin de nous concentrer sur la seule chose à laquelle on a accès et qui est sûre, c'est-à-dire savoir si on est fort ou si on est faible, si on est fragile ou si on est antifragile. Ça, on peut le mesurer, ça, on peut le montrer. Par contre, contrairement à ce que nous font croire beaucoup d'analystes, encore une fois, je le répète, nous ne sommes pas capables de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimée, j'espère qu'elle peut te rendre service. Moi, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne.